Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Rendez-vous politique. Vous le savez, le dialogue politique national voulu inclusif a débuté il y a près de 2 semaines maintenant et il touche déjà à sa fin. Mais vous le savez également que l'opposition, une partie de l'opposition qui était partie prenante à ce dialogue a claqué la porte à cause de divergences majeures avec la majorité présidentielle. Voilà. Beaucoup pensent que ce dialogue ne va pas aboutir, d'autant plus qu'une partie de l'opposition, à savoir le rassemblement de forces acquises au changement, des forces politiques et sociales acquises au changement, ne prend pas part à ce dialogue. Est-ce que cela va se réaliser ou bien ce dialogue permettra à la République démocratique du Congo de trouver une issue pour la gestion de l'après 19 décembre 2016? Eh bien, pour ce nouveau numéro, nous avons voulu inviter quelqu'un qu'on ne présente plus. Il a été un cadre éminent de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, lui-même, il vous dira s'il est encore dans la majorité, s'il ne l'est plus. C'est Chérubin Okende, président du FCIR, Front social des indépendants républicains. Bonsoir, Chérubin Okende. Bonsoir, cher ami. Alors, comment vous portez? Comme un charme, je me porte très bien. Comme je l'ai dit tantôt, on ne sait plus trop bien vous situer. Vous êtes toujours dans la majorité ou bien dans l'opposition ou encore vous êtes devenu une force centriste? Écoutez, le Front social des indépendants républicains a tenu son congrès et à l'issue de ce congrès qui était un congrès d'évaluation des activités du parti, il a été entre autres décidé que nous puissions retirer le Front social des indépendants républicains de la majorité présidentielle. Il vous souviendra que en voyant l'évolution politique du pays depuis 2001 jusqu'en 2006, nous avions été justifiés de pouvoir soutenir le président Joseph Kabila dans un cadre constitutionnel bien précis. Donc c'est la constitution du 18 février 2006 et aujourd'hui, tout naturellement, le président Joseph Kabila a fait mandat. Donc nous avons toutes les justifications possibles que de pouvoir changer le fusil d'épaule. Alors, donc, on peut dire sans ambages que vous êtes aujourd'hui dans l'opposition. Bon, pas tel que vous l'insinuez, parce qu'ici, chez nous, il y a une certaine fixation. Lorsqu'on quitte la majorité, bon, les gens pensent qu'ipso facto, on est de la dynamique ou de l'UDPS ou du rassemblement ou alors du G7. Pour le moment, nous sommes en train de cerner, parce que les possibilités. Nous sommes en train de cerner les possibilités de partenariat. Nous ne voulons pas travailler ou prendre de responsabilités ou de partenariat sans nous appesantir sur les principes fédérateurs de ce partenariat-là. Donc, nous sommes en train de réfléchir, d'explorer ce terrain-là, mais ce n'est pas exclu qu'avec d'autres amis qui partagent les mêmes idéaux que nous puissions nous assumer en créant notre propre cartel. Quelles sont les motivations profondes qui vous ont conduit à quitter la majorité? Eh bien, d'abord, nous avons cru dans le président Joseph Kabila, donc à la fin de la transition, dans un cadre constitutionnel bien déterminé. Et comme je venais de le dire, ce cadre-là ne justifie plus la reconduction du président Joseph Kabila, à moins qu'on prenne la décision de pouvoir tripatouiller la Constitution. Nous sommes un parti républicain, nous ne pourrons pas encourager le tripatouillage de la Constitution. Ça, c'est de un. De deux, l'environnement politique, selon notre analyse, au sein de la majorité, était devenu délétère depuis un certain temps. Nous n'avons plus constaté que les échanges entre partenaires étaient restés francs et directs. Nous avons constaté que quelque part, il y avait même manque de considération pour le partenaire. Alors, comme on y avait adhéré librement, nous avons pensé aussi utiliser notre liberté pour quand vous parlez de, quitter librement. Oui, quand vous parlez de manque de considération, mais ça fait quand même, je crois, même une décennie que vous étiez
dans la majorité. En 2006, en 2011, vous avez soutenu Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous parlez de manque de considération? Ça c'était la preuve de notre constance politique et notre loyauté. À cette époque-là, il n'y avait pas de manque de considération. Si, on avait bien commencé. Hein, on avait bien commencé en 2006, mais après 2008, la situation de la famille politique avait dépéri et c'est ce qui a justifié qu'il y ait et vous avez attendu jusque maintenant pour quitter. C'est pour matérialiser la constance et la loyauté dans nos engagements politiques. Et cette loyauté, vous ne l'avez pas avec ça jusqu'au bout? Non, de toutes les façons, je vous ai dit qu'il y a un cadre constitutionnel qu'il faut respecter. Et c'est ce cadre constitutionnel que nous sommes en train d'invoquer et qui justifie aujourd'hui notre détachement de la majorité. Mais Joseph Kabila lui-même n'a jamais dit qu'il allait violer la Constitution. Il a dit qu'il allait la respecter. Bon, je pense Pourquoi vous lui prêtez ce procès d'intention? Je ne prête des intentions, je ne fais de procès d'intention envers personne. Hein. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Librement, nous avions adhéré à la majorité. Librement, nous croyons que les idéaux que nous défendons ne sont plus conformes à ce que préconise cette famille politique. Donc, librement aussi, nous nous détachons, nous nous retirons de la majorité pour penser et réfléchir autrement. Non, moi, je vois seulement les raisons que vous évoquez. Je me dis, est-ce que ces raisons tiennent la route? D'autant plus que certains disent que c'est à cause de frustration que vous avez quitté la majorité. Bon, peut-être que vous n'êtes pas bien retrouvé comme les autres. Bon, si c'était simplement question de frustration, c'est depuis 2008 ou 2011 qu'on allait quitter la majorité. J'insiste davantage que nous ne faisons pas la politique opportuniste pour de postes, simplement non. Mais aussi, il ne faut pas escamoter cette réalité parce que le parti politique n'est pas une œuvre philanthropique. Lorsqu'on noue un partenariat, c'est avec l'ambition de participer à la gestion de la Respublica. Donc, à un certain moment, un parti peut estimer qu'il a été déconsidéré et peut prendre sa liberté. Mais vous-même, vous avez été nommé, notamment à la tête des lignes aériennes congolaises. Vous avez trouvé que ce n'était pas suffisant? Vous aviez voulu être ministre dans un gouvernement? Non, pas du tout. Ça serait l'opportunisme. Mais je vais rappeler que ce n'est pas simplement aux lignes aériennes congolaises que j'ai eu le privilège d'exercer les fonctions d'administrateur de société. J'avais commencé en tant que délégué de la société civile au Fonds de promotion de l'industrie. Lorsque nous avons été nommés aux lignes aériennes congolaises, il faut avouer qu'il n'y a pas comme une mesure. Parce que nous avions trouvé, les lignes aériennes congolaises, une société nationale en pleine déliquescence, avec des arriérés de mois de salaire de plus de 230 arriérés de plus de 230 mois de salaire et ça frôle les 18 ans. Hein, donc c'était sans commune mesure, mais nous avons pris cela comme un défi. Et nous avions une vision, nous avions un programme. N'eût été l'incurie au niveau du gouvernement, ben, aujourd'hui on aurait eu une grande compagnie aérienne nationale relancée. On aurait résolu le problème épineux du personnel de cette entreprise dont la dette sociale crevait le plafond de 132 millions de dollars. Et à l'époque, maintenant, je pense que c'est davantage parce que l'incurie qui a suivi n'a pas pu respecter la ligne qu'on s'était tracée, même le protocole d'accord qu'on avait conclu avec le personnel quant à la décote de la dette sociale. Et je peux encore ajouter des projets très ambitieux. Si je prends l'exemple du projet Lac-Salena que nous avions négocié, c'était environ 14 aéronefs, avec plus un package d'environ 230 millions de dollars. Mais c'est aussi au niveau de la tutelle gouvernementale qu'on n'a pas eu l'impulsion ou la volonté politique suffisante pour pouvoir réaliser cela. Nous avions aussi un autre partenariat très ambitieux avec Avic International de Chine pour 8 avions neufs avec de matériel de support pour notre atelier de maintenance. Mais c'est le gouvernement de la République qui a cassé cet élan. Et bon, ma foi... Le gouvernement a quand même mis sur pied Congo Airways, bon, bien sûr. Nous avions félicité, mais nous n'avions pas pensé que c'était la vision de la prédatocratie. Bien, cela n'engage que vous. Maintenant, vous êtes donc, vous recherchez, vous n'êtes ni dans l'opposition ni dans la majorité. Et pourquoi vous n'avez pas voulu prendre part au dialogue politique national convoqué par le chef d'État? Notre point de vue, le point de vue du Front social des indépendants républicains, est que dans toute société,
le dialogue est un principe essentiel. Il faut l'encourager. Mais malheureusement, avec ce dialogue, il y avait de convergences parallèles dues à certains agendas cachés qui ont pu faire augurer que ça risque d'être un dialogue de sourds. Déjà au mois de janvier, nous avions eu cette prémonition. Aujourd'hui, les événements sont en train de nous donner raison. Le plus grand problème actuel, politique actuel, tient à l'alternance politique au sommet de l'État. Donc si on veut faire d'autres colmatages pour éviter l'alternance politique, donc à ce moment-là, il n'y a pas une meilleure traçabilité du jeu politique et ça créera toujours de problèmes. Il faut aussi se dire que lorsque tout le monde prétend respecter et faire respecter la Constitution, donc veiller au strict respect de la Constitution, que certains lorgnent une certaine transition extra-constitutionnelle, donc là, il n'y a pas sincérité. Donc, on voudra bien mettre un autre acte transitionnel, un acte constitutionnel, pardon, de la transition pour sortir de la Constitution. Et insidieusement, on sortirait, donc on quitterait la Constitution du 18 février 2006. Ce sont là les véritables enjeux. Donc moi, je pense qu'il faut en tirer la mesure pour que strictement tout le monde soit... Oui, mais est-ce que, par exemple, vous dites qu'aujourd'hui, les faits vous donnent raison. Le fait est que l'opposition puisse quitter parce que l'opposition veut qu'on commence par la présidentielle au lieu de commencer par le local. Vous pensez que c'est une raison qui tienne, alors qu'on sait que la démocratie doit commencer par la base? Non, c'est question d'analyse, parce qu'il ne faudra pas, nous qui avons été dans la majorité pendant les deux législatures, que nous puissions nous exonérer de nos responsabilités vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de l'exigence du respect de la Constitution. Parce qu'en fait, on tenait les manettes du pouvoir. Il suffisait d'avoir la volonté politique pour que les élections soient organisées dans le délai. Et c'est là que réside la responsabilité collective de notre majorité de l'époque et surtout la responsabilité individuelle de ceux qui ont eu le privilège d'avoir de responsabilités, notamment au sein du gouvernement. Le cycle électoral étant de 5 ans, il est sous-entendu que chaque année, il devrait y avoir de dotations pour permettre l'organisation des élections. Lorsque vous voyez les différents budgets, les différentes lois budgétaires, c'est environ 230, 245, 230, 20 millions de dollars de prévus chaque année qui devrait, au bout de l'année 2015, faire une enveloppe d'environ de plus de 900 millions de dollars. Donc c'est très proche de la cagnotte globale qui est préconisée actuellement pour l'organisation des élections. Si cela n'a pas été fait, il ne faudra pas prendre cela comme un fait divers. Il faut établir les responsabilités parce qu'au fait, le principe de la légitimité populaire va de pair avec la redevabilité et la responsabilité. C'est pour cela que, de manière collective, on devrait assumer cette responsabilité. Et au plus haut niveau, c'est le président de la République. Vous ne pouvez pas ignorer que, vous n'êtes pas sans ignorer que le président de la République, c'est le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions. Lui, par son arbitrage, il doit assurer ce bon fonctionnement-là des institutions de la République. Donc tout retombe sur le président de la République. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus au jugement, l'heure est plutôt à la recherche de solutions? Non, il ne faudra pas chercher des solutions de facilité, il faut des solutions de responsabilité. Ainsi, ça pourra nous éduquer, nous, opérateurs politiques, pour dire qu'on ne sera pas toujours absous de fautes que l'on a commises. Il faut répondre vis-à-vis du peuple. Bien, ce dialogue-là, vous ne voulez pas prendre part à cela et vous pensez que ceux qui également mettent en pratique cette politique de l'autruche, notamment le rassemblement qui a en son sein le G7, ont raison de le faire? Je ne sais pas, il ne faut pas me faire parler à la place des autres. Je vous ai dit que je n'étais pas du rassemblement, je ne suis pas non plus du G7. Donc posez-moi directement la question. Mais oui, sans faire mais on dit que autres. vous êtes proche aujourd'hui de Moïse Katumbi, c'est ce qu'on dit. Ben, mais enfin, je connais Moïse Katumbi, ce n'est pas le temps de reniement, et je pense que depuis 2006 que je l'ai connu, il n'est pas devenu infréquentable quand même. Et ceux qui sont en train de le dire, qui étaient dans mon ancienne, ou qui sont dans mon ancienne famille politique, moi j'en sais, ou j'en connais, qui ont créé des partis politiques
à partir de l'action de Moïse Katumbi. Il les a aidés à avoir de sièges au Parlement et j'en passe. Donc c'est un fait divers, ces galéjades-là. On dit même qu'il est devenu le corrupteur en chef des transfuges de la majorité. Ça n'engage que... Est-ce que vous n'êtes pas parmi ceux qu'il a débauchés? Bon, je ne suis pas débauchable, mais je vous confirme que je connais Moïse Katumbi depuis 2005. Vous êtes rencontrés comment? Dans quelles circonstances? C'est le ministre actuel, Fridolin Kaswichi, qui en 2005 me l'a présenté à Tel Aviv, en Israël. Nous étions partis là-bas pour un séminaire d'affaires sur l'agro-business. Cela, à ce moment-là d'ailleurs, son Excellence Kaswichi était encore ministre provincial. Depuis lors, j'avais constaté que Moïse Katumbi avait quand même la considération sur l'autre, il avait du respect ou de l'égard de la considération vis-à-vis de ma modeste personne, et depuis lors, la relation interpersonnelle était restée. Donc, même dernièrement, lorsqu'il avait plu au secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable Obem Minakou, de me confier une mission au Katanga lorsqu'il était encore gouverneur, une mission de la majorité présidentielle. Je ne vais pas décliner ici l'objet de cette mission. Il nous a très bien reçus dans cette délégation. Donc moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le fait d'avoir quitté la majorité soit une raison de diabolisation de Moïse Katumbi. Ce qui peut aussi, en dehors de la considération, la relation humaine, ce qu'il faut également saluer, c'est que, bon, moi je suis sûr, et lorsque j'échange avec lui, il a une vision pragmatique pour créer une classe moyenne au Congo, pour que notre économie cesse d'être une économie extravertie, donc tournée vers l'extérieur. Il faut impulser la production locale et cette production locale devra donner un plus-value, une valeur ajoutée, et c'est ce qui va aussi permettre de consolider la classe moyenne au sein dans notre société nationale. Moi, je pense que dans notre communauté nationale, je pense que c'est fondamental. C'est des idées qui tranchent, par exemple, avec la débrouillardise du gouvernement Matata. Donc, on peut nous parler aujourd'hui de la croissance macroéconomique, mais on ne sait pas le sentir dans le vécu quotidien du citoyen. Donc, c'est un peu des questions essentielles qu'au lieu de disperser les énergies pour rien, ce sont des questions essentielles sur lesquelles la classe politique devra s'apaisantir. Rappelons-le qu'il est candidat à l'élection présidentielle, il pourra peut-être défendre ce programme-là, à moins que ces déboires judiciaires ne puissent pas continuer. Ces déboires judiciaires n'engagent que lui, donc c'est un grand garçon, je pense qu'il saura comment se défendre. Donc je n'ai pas, moi, à interférer sur pareil dossier que je ne connais même pas et que je n'ai pas la prétention de pouvoir maîtriser. Mais sur le plan politique, si je me suis étalé sur Moïse Katumbi, c'est parce que, quelque part, les diatribes fusent partout, tout le monde est devenu achetable, tout le monde est devenu corruptible, donc je ne pense pas que ça soit correct. Avec Moïse, ce qu'on peut également dire, c'est que, bon, dans son ambition, peut-être que ça ne sera pas quelqu'un qui voudra accéder à de grandes fonctions pour s'enrichir. Peut-être que l'impulsion, lorsqu'on l'écoute, c'est de faire en sorte que le Congo puisse casser ce paradoxe d'un pays immensément riche, mais avec des populations scandaleusement pauvres. Si telle est sa vision et que cela se confirme, je pense que les Congolais ne pourront pas être indifférents par rapport à un projet de société de cette nature-là. Et je l'avais même suivi par rapport au drame de l'Est. Il dit c'est question de savoir comment, dans 3 mois, éradiquer les massacres et les tueries. C'est facile de dire que de faire. Bon, voilà. Donc c'est pour cela que, pour nous, opérateurs économiques, politiques, nous devons être esclaves de notre parole. Okay? Lorsqu'on a déclaré, il y a la population qui va suivre. Si demain il advenait à Moïse Katumbi d'être élu président de la République, nous tous, nous allons le mettre derrière nos périscopes pour dire, voilà, vous aviez dit ceci, mais pourquoi vous n'avez pas réalisé? Et c'est ce qui fera, encore une fois, sustenter le principe de la redevabilité pour qu'on assume des responsabilités vis-à-vis du peuple souverain. Le nonce apostolique qui a été d'ailleurs reçu il y a quelques jours par le pape François, a déclaré que sans Moïse Katumbi et Tshisekedi, ce dialogue n'a plus de sens, n'a plus son inclusivité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le principe de ce dialogue, voulu par
la résolution 2277. 2277. On en parle de plus en plus, c'est toujours. L'inclusivité. Cela veut dire qu'il faut mettre toutes les forces en présence, à contribution pour qu'on puisse trouver une solution négociée. En plus de l'inclusivité, il ne faudra pas penser à la violation de la Constitution et surtout de délais constitutionnels. Donc il y a de garde-fous, il y a un accompagnement. Bon, je peux prendre, parce que vous avez cité le G7, il y a aussi certains préalables qui sont intelligibles. Lorsque les amis du G7 parlent qu'on mette fin au dédoublement de partis politiques, qui viole l'esprit de la loi organisant les partis politiques dans notre pays, je pense que ce n'est pas une fausse revendication. Aujourd'hui, vous pouvez suivre qu'il y a aussi le dédoublement du Front social des indépendants républicains. Est-ce que nos textes autorisent les textes il y a aussi ce dédoublement là? Non, je prends juste un exemple. Mais la tentation, vous savez, la transhumance politique, elle existe, le vagabondage politique existe dans notre classe politique. Donc, il faudrait assainir un peu nos mœurs politiques, et surtout lorsqu'on veut d'un dialogue franc, sincère, républicain, il faudrait prendre toutes ces précautions. Est-ce que vous pensez que le dialogue, c'est la voie obligée aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Tel qu'on l'a abordé, parce qu'il ne faudra pas aujourd'hui banaliser les concertations nationales. C'était des réflexions très profondes qui nous ont permis de remettre en question notre ordre institutionnel tel que nous l'avions appliqué. Il y avait des recommandations très ambitieuses et très prometteuses, environ 672 recommandations. La première des choses aurait été de faire l'évaluation. Qu'est-ce que nous avons appliqué, qu'est-ce que nous n'avons pas appliqué et pourquoi nous n'avons pas appliqué telle ou telle autre recommandation. Le dialogue actuel devrait plancher sur le processus électoral. Donc si tout le monde est sincère et que tout le monde est réellement engagé à respecter la Constitution, bon, on ne devrait pas lorgner une certaine transition, parce que je le dis, la transition n'est pas prévue dans aucune disposition de notre Constitution. C'est le contournement de la Constitution si on voudrait, ou la fraude à la Constitution si on voudrait mettre sur pied un gouvernement de transition. C'est le partage équitable et équilibré de pouvoir. Ce ne serait pas correct dans le sens de la sincérité politique tendant à respecter la Constitution. Donc il faut tirer maintenant, puisqu'on est devant un feu rouge, les délais constitutionnels sont difficiles à être respectés, il faut tirer les conséquences en termes de responsabilité. Et aujourd'hui, en respectant la Constitution, mon parti a suggéré au président Joseph Kabila, pour qui nous avons tout le respect, nous garderons toujours le respect envers le président Joseph Kabila. Mon parti, disais-je, avait suggéré la voie de la sagesse au président Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée de chemin. Rappelez-vous cette image de deux femmes qui se disputent un enfant et qui ont requis la sagesse de Salomon. La sagesse du roi Salomon. Celle qui n'est pas la bonne ou la vraie mère de l'enfant avait réclamé qu'on puisse découper, avait accepté, avait acquiescé qu'on puisse découper l'enfant en deux morceaux, sachant bien que l'enfant allait mourir. Mais la vraie mère de l'enfant avait souhaité qu'on puisse même céder l'enfant à l'autre femme, à l'usurpatrice, telle que j'aime bien qualifier cette dame, pourvu que l'enfant reste en vie. Aujourd'hui, la responsabilité du président Joseph Kabila est engagée par rapport à cela. Sera-t-il cette bonne dame qui aura accepté que l'enfant reste en vie? La nation congolaise lui sera très reconnaissante. Vous lui demandez si ce n'est que le respect de la Constitution, et lui il a dit qu'il va le respecter du début à la fin. Bon, écoutez, du premier article au dernier. Le premier article, d'abord, le respect strict de la Constitution voudrait qu'on commence par rapport à l'élection présidentielle. C'est ce qui concerne directement le président Joseph Kabila, qu'on commence à respecter l'article 73. Le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant expiration du mandat du président en exercice. Vous avez dit que ce délai n'est plus tenable. Oui, mais le respect n'exonère pas, le respect de la Constitution n'exonère pas les responsabilités de ceux qui auraient dû faire le maximum possible pour que le chef de l'État puisse respecter son serment constitutionnel et fasse respecter mais qu'est-ce que vous faites la de l'article Constitution. 70 de l'arrêt de la Cour constitutionnelle?
Bon, ce sont les... Parce qu'en droit, hein, il faut avoir la corréité juridique. Il ne faudra pas prendre une disposition de manière isolée et l'interpréter. Dans les cas d'espèce, l'alinéa 2 hein, de l'article 70 ne trouve sa quintessence qu'à partir de l'article 73. Parce qu'il est bien parlé, il est bien dit, le président élu entre en fonction, ou le président en fonction reste jusqu'à l'installation effective du président élu. On n'a pas dit à élire. Mais quand est-ce que le mécanisme pour élire le président, pour qu'on ait à échéance le président élu, est mis en œuvre? Ce mécanisme est mis en œuvre à partir de l'article 73. Cela veut dire 70 jours avant. 90 jours. 90 jours, pardon, avant. Dès lors que ce mécanisme connaît la difficulté de sa matérialisation, il faut dire que nous commençons à entamer la crise de légitimité. Et ça va nous emmener dans l'avalanche de revendications politiques. Et voilà. Mais que faire concrètement, puisque les délais ne sont plus tenables? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce bon, que la Cour constitutionnelle a demandé moi je crois, que le chef d'État reste en fonction jusqu'à en dehors des turiféraires, en dehors de ceux qui sont là pour réclamer ou souhaiter que le président de la République puisse violer la Constitution, j'ai toujours cru en la sagesse de Joseph Kabila. Dans le cas d'espèce, tirer les conséquences de la responsabilité d'un garant de la nation, c'est de dire, oui, des gens que j'ai commis dans l'exécutif ne m'ont pas permis de faire respecter mon serment constitutionnel, ben, c'est aussi une voie de sortie que le président Joseph Kabila puisse démissionner. Il en sortira grand. À ce moment-là, en respectant la Constitution, on restera dans un régime d'intérim qui ne sera axé que sur l'organisation des élections. Oui, mais l'intérim qui sera assumé par contre. Oui, mais la Constitution règle cela. Mais le président... Là, je ne voudrais pas aller dans votre fétichisme des individus. Oui, mais si vous faites allusion au président du Sénat lui-même, c'est pas moi. Ça fait plusieurs années. Ce n'est pas moi qui fais allusion. Ça fait presque 10 ans maintenant. Ce n'est pas moi qui fais allusion au président du Sénat, c'est la Constitution. Il faut que nous ayons la culture constitutionnelle de respecter la loi fondamentale. Même alors, cet autre argument, mon cher ami, c'est de personnes qui subissent ou qui jouissent d'une certaine incurie, qu'on veut condamner. Non, l'auteur c'est qui? Est-ce que c'est Kengo ou c'est le Sénat qui devrait organiser les élections? Est-ce que c'est le Sénat qui a empêché la CENI ou qui a refusé de donner des moyens à la CENI? Tenez, j'ai quelques statistiques, quelques chiffres là. Si vous prenez le budget, les dotations qui étaient prévues pour l'organisation des élections, voilà, on peut considérer l'année 2012, dotation prévue 249 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui a été débloqué? 38 millions de dollars simplement, environ 15%. 2013, 239 millions de dollars. Décaissé, exécution, 33 millions, 13%. 2014, 245 millions de dollars. Ce qui a été décaissé, 57 millions de dollars, 23%. 2015, 233 millions de dollars. Ce qui a été décaissé, 59 millions, c'est 25%. On serait aujourd'hui dans un total de 967 millions. Oui, mais l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale. C'est cela la responsabilité. Il n'y a pas eu de contrôle. C'est cela la responsabilité qui doit être assumée. A posteriori, et ça n'a pas de fait. C'est cela la responsabilité qui doit être assumée. Donc, on ne doit pas chercher la voie de la facilité, la voie de la justification, de la disculpation personnelle pour dire oui, bon, il y a les sénateurs qui ont glissé. Parce que c'est insidieusement qu'on les a fait glisser pour justifier un autre glissement. Alors à ce moment-là, ce n'est pas correct politiquement. Et à ce stade, donc, j'estime, pour ma part, et c'est cela l'opinion du Front social des indépendants républicains, il faut que les responsabilités soient établies. Oui, les responsabilités peuvent être établies, mais entre-temps, il faut que l'apaisement. La conséquence de l'établissement de responsabilité voudrait dire quoi? La sanction positive ou négative. Et toujours dans le même principe, lorsque nous suggérons au président de la République d'utiliser la voie de la sagesse et de la grandeur pour qu'il entre par la grande porte dans le panthéon de l'histoire de ce pays, c'est de dire qu'il respecte scrupuleusement la Constitution et il en tire les conséquences. C'est-à-dire qu'il attend les prochaines élections présidentielles pour passer le flambeau
au président élu. Ça peut Alors, être... vous pouvez à ce Vous ne moment-là... pouvez pas prendre votre mal en patience. Ce n'est pas mon mal à moi en Joseph patience. Kabila Je reste dans la logique du respect strict de la Constitution. Lorsque le scrutin présidentiel n'a pas été convoqué, il y a violation de la Constitution. Est-ce que nous nous entendons bien? Et lorsqu'il y a violation de la Constitution, il faut établir des responsabilités et tirer les conséquences. Le magistrat suprême qui doit avoir cette élévation d'esprit, de pouvoir assumer en tant que magistrat suprême, il sera le premier à prêcher par l'exemple. Et à ce moment-là, la Constitution sera respectée. Imaginez, et je crois en cette sagesse, s'il arrivait à Joseph Kabila de démissionner. La République ne va pas en mourir. Au contraire, il sera pris en modèle par tous les Congolais pour dire plus jamais la violation ou la propension à violer la Constitution. Il y a peut-être certains collègues qui utilisent la propagande politicienne, qui commencent même à théoriser le culte de la personnalité, qui vont déchanter. Parce qu'au fait, à un certain moment, Joseph Kabila est face à son destin. Nous avions suivi pendant la Deuxième République des gens qui comparaient le maréchal Mobutu au Messie, en disant qu'il était le Messie des Aïrois. Mais le jour que le maréchal s'est retrouvé face à son destin personnel, mais tout le monde l'a abandonné. Et aujourd'hui, il y a de ceux-là qui lui disaient, qui l'encourageaient à gérer par défi, qui sont là avec nous. Mais le pauvre maréchal est abandonné loin de son peuple, loin de sa nation. Donc vous comprenez, aujourd'hui nous aurions même voulu qu'il soit enterré à Kinshasa pour que nous commencions à montrer à nos enfants que là c'était le maréchal Mobutu. Et nous allions même faire de l'éducation civique quant à ce, pour dire bon, voilà ses faiblesses, mais voilà ce qui constituait aussi le point fort de ce leader charismatique. C'est ça l'histoire qu'on ne doit pas escamoter. Et je pense, lorsqu'on a suivi Joseph Kabila depuis 2001, on doit avoir du respect pour ce monsieur, parce qu'avec abnégation, avec sens d'humilité, il a su mener la barque de la réunification de ce pays. Le Congo était déjà balkanisé de fait. On avait des républiquettes. Je ne pouvais plus aller voir mon père là où il habitait, dans un territoire occupé par le RCD. Donc vous comprenez, ce n'est qu'un exemple. Le MLC avait aussi sa républiquette, et j'en passe. Il a su surmonter cela. Personne n'a cru. Et on a pu surmonter ça grâce au dialogue de Sun City aussi. Personne n'a su... Et le dialogue que vous récusez aujourd'hui. Donc c'est important. Il n'y a pas comme une mesure. Hein. Tout dépend des termes de référence. Le dialogue de Sun City, auquel j'ai participé de A à Z, à ce moment-là, rappelez-vous que j'étais de la société civile, le dialogue de Sun City avait un agenda qui était clair. Mettre fin à la guerre, réunifier le pays, organiser une transition et faire adopter une constitution à vocation démocratique pour sustenter l'état de droit en République démocratique du Congo. Mettre en œuvre la réconciliation nationale. Tout à fait, il y avait même une institution d'appui à la démocratie. Hein? Si, lorsque les gens qui se sont tirés dessus sont arrivés à cohabiter dans un système atypique du 1+4, il ne faut pas banaliser cela. Il faut avoir le sens de la mémoire de l'histoire. Et je ne détache pas ces grandes performances avec la pugnacité, avec la personnalité de Joseph Kabila. Mais il ne faudra pas que tout ce qu'il a construit soit insidieusement démantelé. Moi, mon souhait, le plus ardent, est qu'il soit inscrit dans les annales de l'histoire, les annales glorieuses de l'histoire de ce pays. Et il le mérite. Mais si on chambarde tout ce qu'il a construit, ça sera comme parcours de baguette magique. Donc vous, qu'on aura tout effacé. Vous ne pensez pas que si aujourd'hui, par exemple, les délégués au dialogue aboutissaient à un consensus pour dire que, écoutez, nous allons organiser les élections dans une année, par exemple, vous pensez que si Joseph Kabila reste et qu'on organise ces élections présidentielles, il passe le flambeau au nouveau président élu, il n'aurait pas entré par la grande porte de l'histoire? Non, déjà, l'organisation de cette élection, l'année, sera dans quel régime? Non, mais il y aura un accord politique. Oui, mais écoutez, l'accord politique ne doit pas être au-dessus de la Constitution. Il y a le sens de la prévalence des textes de droit. La Constitution est au-dessus de tout. Tous ceux qui marchent à l'encontre de la Constitution violent la Constitution. Il faut faire très attention. S'il y a un accord politique qui se met en harmonie avec les dispositions constitutionnelles, à ce moment-là, on va dire oui, on a respecté la Constitution.
Et c'est cette tentation-là qui risque de nous amener dans des travers politiques. Parce que, bon, la classe politique congolaise, l'opérateur politique congolais, est mal réputé d'avoir la boulimie du pouvoir. Et il peut même accepter de sacrifier le pacte républicain qu'est la Constitution, juste pour accéder à des postes. Moi, je ne citerai pas de gens. Je connais des gens qui ont eu à ouvrir la bouche pour insulter Joseph Kabila. Mais aussitôt qu'on leur a tendu la perche du pouvoir, bon, ils sont dans les institutions, ils n'ouvrent la bouche que pour encenser, même lorsque Joseph Kabila ne leur demande pas. On doit changer de praxis politique. La politique sans éthique, c'est la ruine de la société. Et avec cette mauvaise pratique, ce manque d'éthique politique, que nous avons ruiné notre société depuis 1960. Ayons la capacité de nous auto-flageller. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc l'erreur est humaine, persévérare diabolico. Donc vous comprenez, c'est cela la nouvelle philosophie politique que nous essayons de sustenter. Ici, je ne m'improvise pas en donneur de leçons, je m'auto-flagelle aussi. De manière collective, je me sens solidaire du temps que j'ai passé à la majorité, de tout ce que nous avions fait ensemble, même si lorsqu'il faudra établir les responsabilités individuelles, il ne faudra juger Chérubin Okende qu'en fonction des responsabilités qu'il aura accomplies. Donc c'est une responsabilité collective. Donc acceptons qu'il y ait ce consensus et qu'il y ait cet accord politique pour nous amener... C'est des raccourcis, de cher Alain. apaisée. Je ne voudrais pas que vous m'emmeniez... Et vous voulez préconiser quoi? Vous m'emmeniez... Vous êtes parmi ceux qui préconisent... Je ne voudrais pas que vous m'emmeniez dans une position ambivalente. Dire une chose et son contraire à la fois. Ça, je refuse. Ok? Je suis constant et très perspicace dans ce que je défends comme Parce que vous option. entendre parler, on dirait que vous soutenez ceux qui brandissent l'article 64 de la Constitution. Non, l'article 64, il ne faudra pas non plus le lire de manière elliptique. Il faut le lire totalement. Il faut le lire totalement. La souveraineté, lorsque vous exercez le pouvoir en violation de la Constitution, le peuple qui a la souveraineté en vertu de l'article 5, je crois, a le droit de pouvoir s'y opposer. Mais personne n'a le monopole de la rue, comme l'a si bien rappelé le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et c'est cela l'erreur. C'est cela l'erreur que moi, franchement, je souhaiterais qu'on n'entraîne pas Joseph Kabila, dans laquelle je voudrais qu'on n'entraîne pas Joseph Kabila. Vous savez, aujourd'hui, on peut ne pas aimer Jean-Pierre Bemba, mais il faut que nous ayons de la commisération, parce que c'est notre compatriote. Il n'a jamais été en Afrique, en République centrafricaine. Mais c'est son autorité qui est mise en cause. Aujourd'hui, c'est tout un destin. Peut-être que ce compatriote aurait été nécessaire à quelque chose dans la marche de la République démocratique du Congo, vers une véritable démocratie et un véritable état de droit. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, nous tous ses compatriotes, même si nous ne sommes pas du même bord politique que lui, on nous a sévré de ce plaisir d'observer et de critiquer Jean-Pierre Bemba. Moi, j'ai eu des débats télévisés avec des partisans de Jean-Pierre Bemba. Je peux prendre Désiré Mbozi. Ils sont nombreux, de personnes de grande valeur. Mais on alimentait un vrai débat républicain, raisonnable. Et cela, ce n'est pas pour nous haïr, c'est pour entrechoquer nos idées, afin que puisse jaillir la lumière qui éclaire notre marche vers un véritable état de droit. Donc je ne voudrais pas, je ne souhaite pas qu'on amène Joseph Kabila dans des schémas scabreux qui voudraient que les forces de l'ordre utilisent la force pour qu'il y ait mort d'homme, parce que lorsqu'on brandit ce spectre-là de la rue ou de la mort, bon, il y a les forces de l'ordre qui disposent des armes. Il y a un commandement. Il ne faudra pas que demain, lorsqu'il y aura des bévues, qu'on puisse imputer ça au commandant suprême. Ça peut arriver. Vous savez, aujourd'hui, il y a le tribunal pénal international. Il y a la Cour pénale internationale. Donc, il faut faire très attention. Moi, je ne souhaite pas cela. Je souhaiterais encore 10 000 fois que Joseph Kabila prenne la mesure de la fin de son mandat. Il a encore de l'âge. Il pourra revenir et il se consolidera. Et c'est cela la marche de la démocratie. Vous avez écrit un livre, nous allons peut-être chuter par là, un livre, vous pouvez nous rappeler le titre? Leadership et jeux politiques en RD Congo, l'audace d'une révolution substantielle. En substance, qu'est-ce que vous voulez dire par ce livre? Cela est vous voulez amener la révolution de mentalité?
Bon, cela est parti d'abord d'un constat, un constat du paradoxe congolais qui nous tient depuis 1960. Nous avons un pays qui est scandaleusement riche, mais nous avons un destin d'insignifiance, des populations scandaleusement pauvres. Et je me suis interrogé, étant dans la politique active, pourquoi cet état de choses? J'ai pu brièvement situer notre mal dans notre manière de gérer le jeu politique, dans notre manière de gérer le leadership. Voilà pourquoi, dans cet ouvrage, j'ai préconisé une révolution substantielle de notre leadership et du jeu politique. La substance même du jeu politique, elle devra être améliorée. Parce que si le jeu politique revient à la haine, à la recherche effrénée de l'intérêt personnel, au mépris de l'intérêt général, la méfiance, parce qu'au fait, le jeu politique devient même un jeu fatal, où les gens peuvent s'entretuer, s'entre-déchirer, nous serons toujours dans les mêmes travers de l'insignifiance de notre destin. Mais si au moins nous exaltons le jeu politique dans un jeu totalement démocratique, dans la tolérance républicaine pour écouter tout le monde, notre débat aura de la consistance. C'est aussi le leadership. Quelque part, nous ne fondons pas le leadership sur des valeurs structurantes de notre société qui puissent mettre tous les Congolais ensemble et faire en sorte que c'est dans la mise en œuvre de projets de société qu'il y ait de différences d'approche, le mode opératoire. C'est cela la différence. Donc le vœu formulé dans cet ouvrage est que nous ayons des valeurs structurantes de notre société pour que nous puissions construire un pays plus beau qu'avant. Toutes les potentialités sont à notre disposition. Et là, je confesse que le bon Dieu nous a dotés de richesses fabuleuses. Alors, il ne faudra pas que nous restions ce pays ou cette classe politique d'insignifiance ou d'inconscient. Vous avez aussi l'impression que nous faisons un éternel recommencement? Tout à fait, oui. Et c'est pour cela qu'il faut que j'en appelle à cette révolution substantielle. Si nous restons dans les mêmes arcanes, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous resterons toujours dans l'insignifiance de notre destin. Donc il faut supprimer la cause et les effets disparaîtront. Extirper la racine de notre mal qui réside dans le leadership et le jeu politique. Vous avez parlé tout à l'heure de la prédation. Oui. Vous avez parlé de la culture de jouissance également. Oui, il y a tout cela dans notre package en tant que classe politique. Si nous prenons la mesure de l'incurie et que nous décidons ensemble de pouvoir quitter cette incurie, ça pourra marcher. Vous savez, le prof Kamana, hein, j'aime bien le citer, lorsqu'il parle de la société congolaise qui est une société imbécile, ce n'est pas une insulte, c'est pour dire que nous évoluons sans de repères de moralité, de repères de valeurs. Lorsque Modeste Mutinga parle de la République... des inconscients. Voilà, ça a toute sa teneur. Et cela répond aux mêmes principes, aux mêmes analyses du paradoxe congolais. Nous sommes à la fin de cette entrevue. Un mot de la fin, une phrase de conclusion concernant l'avenir de notre pays. L'avenir de ce pays, à ce jour, dépend d'un enjeu. L'enjeu de l'alternance au pouvoir, surtout au niveau supérieur de l'État. Et dans cet enjeu, on ne peut pas négliger le rôle salutaire que peut jouer Joseph Kabila. Pour démentir un peu tous ceux qui sont dans le congolo-pessimisme, que nous allons toujours faire l'éternel recommencement, tomber toujours dans nos travers qui ne nous ont pas permis d'être une nation véritablement démocratique et respectée à travers le monde. Voilà pourquoi le Front social des indépendants républicains et Chérubin Okende, nous exhortons très respectueusement, avec toute la révérence due à son rang, le président Joseph Kabila, de suivre la voie de la sagesse. Merci également à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine pour un autre numéro de Rendez-vous politique. Portez-vous bien. Bonsoir, excellent suite de programme sur Antenne.